La plupart des parents se disputent avec leurs enfants à propos des quarts de nuit ou des choix de carrière. Ivan IV a planté une canne à pointe de fer directement dans le crâne de son héritier. Un coup, fin de la conversation, fin d'un empire. Qu'est-ce qui a pu pousser un père à assassiner le fils qu'il aimait le plus? Comment un homme, initialement considéré comme le sauveur de la Russie, a-t-il pu détruire de ses propres mains 700 ans de dynastie? Novembre 1581. Le prince Ivan, âgé de 27 ans, tente de raisonner un homme qui perçoit la diplomatie comme une faiblesse et qui, il y a longtemps, a troqué l'empathie contre des ordres d'exécution. Ça ne se passe pas bien. Un claquement de doigts. Plus tard, la dynastie Rurik, plus de 7 siècles de pouvoir, se vide de son sang sur le sol du palais. Mais voici ce qui reste gravé dans ma mémoire. Ivan avait répété cela pendant des années. Chaque noble torturé, chaque décret paranoïaque, chaque exécution nocturne, tout cela n'était que préparation. Finalement, il a détruit sa propre lignée avec les mêmes mains qu'il a utilisées pour construire un empire. On l'appelle le Terrible, comme si c'était un résumé. Ce n'est pas le cas. Il a commencé comme un enfant chéri, aimé du peuple, plein de promesses. Ce qui l'a transformé en monstre, ce n'est pas la cruauté, c'est la douleur. Et, d'une certaine manière, c'est encore pire. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un tyran. C'est l'anatomie parfaite de la façon dont l'amour, une fois mort, peut se transformer en la force la plus destructrice au monde. Vous voulez savoir comment un homme peut détruire tout ce qu'il aime? Restez jusqu'à la fin, car le véritable rebondissement vous laissera sans voix. Miguel Sanchez, chroniqueur royal de la cour espagnole, 1582. J'ai reçu la nouvelle de Moscou avec incrédulité. Le tsar que nous admirions autrefois comme l'architecte de la Russie moderne, avait assassiné son propre héritier. Mais en approfondissant les détails, j'ai compris une chose terrible. Cette tragédie était inévitable depuis l'instant où l'amour avait quitté son cœur. En 1547, la Russie avait toutes les raisons d'être optimiste. Son nouveau tsar, Ivan IV, âgé de 16 ans, était tout ce qu'un royaume pouvait désirer. Intelligent, instruit et sincèrement attaché à la justice. Il avait déjà survécu à une enfance brutale, où des familles nobles rivales se battaient littéralement pour son trône, tandis qu'il regardait depuis la ligne de touche, impuissant et terrifié. Mais au lieu de devenir amer, le jeune Ivan a canalisé ce traumatisme vers la réforme. Il a créé le premier code juridique russe qui s'appliquait de manière égale aux nobles et aux roturiers, un concept révolutionnaire qui paraîtrait plus tard désuet comparé à ses interprétations plus créatives de l'égalité de traitement. Il établit des gouvernements locaux autonomes dans les villes de tout l'Empire. Plus important encore, il s'entoura de conseillers qui savaient réellement ce qu'ils faisaient, et pas seulement ceux qui pouvaient le flatter le plus efficacement. Le jeune Ivan était obsédé par l'équité. Il passait des heures à écouter les paysans se plaindre de la corruption des fonctionnaires, ce qui, ironiquement, lui a permis d'acquérir une expertise considérable en la matière, qui lui serait très utile par la suite. Il examinait personnellement des affaires judiciaires que les tsars précédents auraient complètement ignorées. Les chroniqueurs russes de cette période le décrivent comme le protecteur du peuple, un roi qui se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on était sans défense. Bientôt, je rappellerai aux autres ce même sentiment. Ces campagnes militaires furent tout aussi impressionnante. Alors que d'autres souverains européens se disputaient de petits territoires, Ivan conquit systématiquement des khanats entiers. Kazan tombe en 1552, Astrakhan en 1556. L'expansion sibérienne commence sous sa direction. La Russie était en train de devenir une véritable superpuissance, et Ivan était le brillant stratège qui rendait cela possible. Les ambassadeurs étrangers écrivaient des rapports élogieux à leur cour. L'envoyé vénitien décrivait Ivan comme d'une sagesse inouïe pour son âge, doté d'une mémoire qui capte chaque détail, un trait de caractère qui s'avérerait regrettable pour quiconque le trahirait. Comme il l'apprendrait, Ivan n'oubliait jamais une offense. Les Anglais furent si impressionnés qu'ils proposèrent une alliance militaire. Même l'Empire ottoman, habituellement méprisant envers les dirigeants chrétiens, traita Ivan avec un respect sincère. Mais le signe le plus révélateur des promesses d'Ivan, son peuple l'aimait sincèrement. Les paysans parcouraient des centaines de kilomètres pour lui adresser directement une pétition, convaincu qu'il les écouterait. Et il l'a fait. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a bâti son identité sur l'amour, la perd à jamais, continuait à regarder, car ce qui suit redéfinit complètement le concept de vengeance. Novembre 1581. Le bâton est levé. Le prince Ivan regarde son père avec incrédulité. Dans 3,2 secondes,
700 ans de dynastie prendront fin à jamais. Mais pour comprendre ce moment, il faut revenir à 7 Aoaote, 1560. Anastasia Romanova, l'épouse bien-aimée d'Ivan depuis 13 ans, décède subitement après une courte maladie. Cause officielle, complications naturelles. La réalité, Ivan est convaincu qu'elle a été empoisonnée par des nobles jaloux qui ne supportaient pas de voir une femme ordinaire influencer leur tsar. C'est là que tout s'effondre. Anastasia n'était pas seulement l'épouse d'Ivan, elle était son ancre vers la raison. Pendant plus de 10 ans, elle avait été la seule personne capable de calmer son tempérament explosif, de le dissuader de ses pulsions les plus sombres. Les serviteurs du palais se souviennent plus tard de la façon dont Ivan se mettait en colère à cause d'une trahison perçue, pour finalement s'adoucir complètement lorsqu'Anastasia entrait dans la pièce. Malheureusement, personne n'a pensé à former un remplaçant pour cette compétence plutôt spécialisée. Sans elle, le brillant jeune réformateur devient quelque chose de complètement différent. Les chroniqueurs de l'époque écrivaient « Quand l'amour meurt dans le cœur d'un tyran, 1000 démons naissent ». Ils ignoraient à quel point cette phrase était prophétique. Ivan commence à voir des ennemis partout. Ce conseiller qui a suggéré une réforme fiscale, manifestement en train de comploter contre le trône. L'ambassadeur étranger, qui semblait excessivement intéressé par les capacités militaires russes, assurément un espion. Il s'avère que la paranoïa est remarquablement facile à se maîtriser une fois que vous vous y mettez. La paranoïa se manifeste de manière de plus en plus étrange. Ivan commence à goûter sa nourriture avec des cuillères en argent, convaincu qu'on essaie de l'empoisonner, ignorant apparemment que la plupart des poisons réagissaient mal à l'argent, comme dans une expérience de chimie médiévale. Il change de quartier au hasard, ne dormant jamais 2 fois dans la même chambre. Plus inquiétant encore, il commence à tenir des listes détaillées des personnes qui lui ont fait du tort. Vous vous souvenez quand je disais qu'il répétait le meurtre de son fils depuis des années? Ces listes étaient son programme d'entraînement. Mais la douleur d'Ivan fait quelque chose d'encore plus dangereux que de générer de la paranoïa. Elle le rend cruel. L'homme, qui passait autrefois des heures à écouter les plaintes des paysans, trouve désormais un plaisir pervers à regarder les exécutions, découvrant qu'il existe des moyens bien plus divertissants de passer le temps que le travail administratif ennuyeux. Il commence à concevoir personnellement des méthodes de torture, convaincu qu'une douleur extrême forcera ses ennemis imaginaires à faire des aveux. Rien ne symbolise mieux un leadership efficace que de devenir son propre tortionnaire en chef. 1570, Novgorod brûle, 12 000 morts. Ivan observe depuis son pavillon, notant les méthodes qui produisent les cris les plus intéressants. La transformation est si complète que les ambassadeurs étrangers commencent à envoyer des avertissements à leurs tribunaux. Le dirigeant raisonnable et juste avec lequel ils traitaient a été remplacé par un homme imprévisible et cruel. Les accords commerciaux sont annulés. Les négociations de mariage échouent. En 1564, Ivan avait réussi à isoler la Russie de la majeure partie de l'Europe grâce à un comportement purement erratique, prouvant que l'on n'a pas besoin d'ennemis étrangers quand on est si talentueux pour les créer soi-même. La mort d'Anastasia a non seulement brisé le cœur d'Ivan, mais elle a également brisé son lien avec l'humanité elle-même. Et malheureusement, Ivan était sur le point de montrer à quel point il pouvait être créatif sans de telles restrictions gênantes. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement personnel, c'était stratégique. Ivan a transformé la douleur en contrôle et la paranoïa en politique. Et la victime ultime de cette transformation serait la personne qu'il aimait le plus au monde. Si vous voulez comprendre comment les esprits les plus sombres de l'histoire ont bâti leur pouvoir sur la peur et la logique, j'ai quelque chose pour vous. Mais d'abord, vous devez voir ce qu'Ivan a fait ensuite. Docteur Elena Volkov, historienne spécialisée dans la Russie médiévale, Université de Salamanque. Ce que les gens ignorent à propos d'Ivan le Terrible, c'est que son règne de terreur n'était pas aléatoire. Il était systématique, calculé et terriblement efficace. Les opritchniki qu'il créa en 1565 n'étaient pas de simples voyous. Ils constituaient la première police secrète professionnelle de l'histoire. La connaissance interne qui change tout. En 1565, Ivan eut une idée brillante qui rendrait Staline fier. Pourquoi s'appuyer sur les institutions existantes quand on peut créer sa propre escouade de terreur personnelle? Entraient les opritchniki, 6000 hommes vêtus de robes noires, chevauchant des chevaux noirs, portant des balais et des têtes de chiens coupées comme symbole. Les balais symbolisaient la lutte contre la trahison. Les têtes de chiens mettaient en garde contre le sort de quiconque s'opposait au tsar, subtil comme une brique à travers une fenêtre,
professeur Antonio Mendes, expert en psychologie politique, Université du Mexique. Mais le plus effrayant, c'est qu'il ne s'agissait pas de voyous choisis au hasard. Ivan a personnellement sélectionné des hommes instruits et intelligents, qui comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Nombre d'entre eux étaient des nobles de moindre rang qui avaient été écartés de la promotion, avides de pouvoir et parfaitement prêts à se torturer pour y parvenir. D'autres étaient des mercenaires étrangers qui avaient acquis une expérience en matière de techniques d'interrogatoire renforcée au cours de conflits à travers l'Europe. Documents secrets déclassifiés. Les archives du Kremlin, ouvertes en 1991, ont révélé les Instructions des Oprichniki, un manuel de 47 pages détaillant les méthodes de torture spécifiques à différents types de traîtres. Ivan l'a rédigé lui-même. Les Oprichniki fonctionnaient selon une règle simple. Toute personne accusée de trahison était coupable jusqu'à preuve du contraire. Et prouver l'innocence impliquait généralement de survivre à des techniques d'interrogatoire qui auraient fait regretter aux inquisiteurs médiévaux de ne pas avoir choisi une autre carrière. Docteur Isabel Fernando, criminologue légal, Madrid. Ce qui rend Ivan unique parmi les tyrans, c'est son obsession pour la procédure. Il a méticuleusement documenté chaque torture, chaque exécution, chaque aveu forcé. Nous possédons plus de 3000 pages de son dossier judiciaire. En somme, le journal intime d'un psychopathe. Novgorod, 1570. L'étude de cas parfaite. Ivan est convaincu que cette riche ville marchande envisage de faire défection en Lituanie. Ses preuves, une correspondance suspecte, probablement falsifiée par ses propres agents. Les Oprichniki s'abattent sur Novgorod comme une peste. Pendant 5 semaines, ils torturent et exécutent systématiquement toute personne ayant des liens avec le gouvernement de la ville. Les estimations varient entre 2700 et 12 000 morts. Le nombre exact importe peu. Ce qui compte, c'est qu'Ivan a observé une grande partie de ces cris de ses propres yeux. Notons les méthodes qui produisaient les cris les plus intéressants. Témoignages. Éclatant. Heinrich von Staden, mercenaire allemand. Le tsar installait ses boutiques dans des pavillons situés à proximité des lieux de torture, proposant nourriture et vin, transformant le massacre en un événement social pour son entourage. Je l'ai vu applaudir lorsque quelqu'un résistait plus longtemps que prévu sous la torture. Dr Miguel Santos, psychiatre légal. Bogota. Le plus choquant, c'est qu'Ivan considérait ces expéditions comme un divertissement. Il avait créé un système de récompense psychologique autour du sadisme. Chaque acte de violence renforçait son sentiment de contrôle et de pouvoir. En 1570, les Oprichniki étaient devenus si brutaux que même les partisans d'Ivan étaient horrifiés. Mais Ivan avait créé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Une machine conçue pour trouver des ennemis qui continueraient à les trouver, qu'ils existent ou non. Des archives secrètes du Vatican, découvertes en 2003, révèlent que le pape Pie VII avait secrètement autorisé l'assassinat d'Ivan, le considérant comme une menace pour toute la chrétienté. L'ordre n'a jamais été exécuté, mais il explique pourquoi Ivan est devenu si paranoïaque à l'égard des étrangers. Mais que se passe-t-il lorsqu'une machine à tuer parfaite est à court d'ennemis extérieurs? Elle se replie sur elle-même, et la première cible serait la personne la plus proche du trône. Un père, une canne, un coup d'État qui a mis fin à 700 ans de dynastie. Vous allez enfin comprendre pourquoi c'était inévitable. En 1581, la paranoïa d'Ivan avait tout consumé. Ses conseillers, ses nobles, son peuple. Mais il y avait une relation qu'il avait en quelque sorte gardée sacrée. Son lien avec son fils aîné et héritier, Ivan Ivanovitch. Le prince héritier Ivan était tout ce que son père avait été. Intelligent, compatissant, sincèrement préoccupé par l'avenir de la Russie. À 27 ans, il avait fait ses preuves au combat et gagné le respect des boyards, que son père avait passé des décennies à terroriser, ce qui devait être gênant lors des dîners de famille. D'une certaine manière, le prince était devenu le dernier rappel vivant de qui était Ivan le Terrible, à l'époque où il avait encore une boussole morale fonctionnelle. Alors qu'Ivan Senior devenait de plus en plus isolé et méfiant, son fils construisait des ponts. Le prince contredisait discrètement les ordres les plus extrêmes de son père, sauvant des vies tout en maintenant un déni plausible. Il a essentiellement dirigé un programme de protection des témoins pour les victimes de son père. Il finançait secrètement des familles dont les soutiens de famille avaient été exécutés par les Oprichniki. Les chroniqueurs russes le décrivent comme le protecteur secret du royaume, chargé essentiellement de limiter les dégâts causés par le règne de terreur de son père. C'est vraiment touchant de voir comment le fils a passé sa vingtaine à nettoyer les dégâts de son père. Vous souvenez-vous de ces listes détaillées d'ennemis qu'Ivan tenait? À la fin de Boaltermier Axiobacé 1, un seul nom figurait en tête.
tête, son propre fils. Mais la paranoïa ne reconnaît pas les liens familiaux. À la fin de l'année 1981, Ivan était convaincu que son propre fils complotait contre lui. Les preuves. Le prince Ivan avait posé trop de questions sur la stratégie militaire. Il avait rencontré des généraux en privé. Il avait même osé critiquer devant témoins certaines des politiques les plus brutales de son père. Le conflit final a éclaté lors d'une vive dispute au sujet de la guerre de Livonie en cours. Le prince Ivan a suggéré que peut-être, juste peut-être, torturer les prisonniers n'était pas la stratégie militaire la plus efficace. Il a noté que le règne de terreur d'Ivan avait effrayé la plupart des administrateurs compétents de la Russie. Il a même eu l'audace de suggérer que les opritchniki faisaient plus de mal que de bien. Comment ose-t-il utiliser la logique et la décence humaine élémentaire dans une discussion politique? Vous souvenez-vous à quel point le chagrin d'Ivan pour Anastasia l'avait rendu cruel? Ce même chagrin, qui couvait depuis 21 ans, était sur le point de faire ses derniers ravages. Pour Ivan le Terrible, il ne s'agissait pas d'un désaccord politique, mais d'une trahison. Son propre sang avait rejoint la conspiration imaginaire contre lui. Parce que de toute évidence, l'explication la plus logique à l'inquiétude de votre fils à l'égard de votre politique est qu'il complote pour vous renverser, et non qu'il s'inquiète réellement de l'effondrement du royaume. Le fils qu'il avait élevé était devenu le traître ultime. L'homme qui avait passé 20 ans à perfectionner l'art de la violence était sur le point de démontrer son expertise sur la personne qui comptait le plus. 16 novembre 1581. Père et fils se disputent à nouveau. Cette fois, à propos de la femme enceinte du prince Ivan. Le tsar trouve sa tenue trop provocante. Apparemment, montrer ses chevilles alors qu'on est enceinte de 6 mois est considéré comme un comportement scandaleux dans la vision du monde, de plus en plus dérangé d'Ivan. La dispute dégénère rapidement. Le prince Ivan défend sa femme, avec une passion qui naît de l'amour véritable, une passion que son père n'a pas ressentie depuis plus de 20 ans. Mais pour Ivan le Terrible, la défense passionnée ressemble à un défi. Et le défi, dans son esprit paranoïaque, équivaut à une trahison. Êtes-vous prêt pour le moment qui a changé l'histoire à jamais? La vérité que personne ne vous a dit. La salle du trône devient silencieuse, à l'exception de 2 voix qui deviennent de plus en plus fortes et en colère. Les courtisans font semblant d'étudier leurs chaussures, sachant qu'assister à un drame familial royal pourrait facilement se transformer en condamnation à mort. Le prince plaide maintenant, essayant de faire comprendre à son père que tout n'est pas une conspiration, que parfois les gens sont en désaccord, sans planifier de rébellion. Ivan le Terrible prend sa canne, une lourde canne à pointe de fer qui lui sert d'arme. C'est le même bâton qu'il a utilisé pour intimider d'innombrables nobles, symbole de son autorité absolue. Mais au lieu de simplement menacer, quelque chose se brise. La pointe acérée attrape votre enfant directement dans la tempe. Le prince Ivan s'effondre instantanément. Du sang coule sous sa tête, tandis qu'il convulse sur le sol en marbre. Pendant un instant qui s'étend jusqu'à l'éternité, Ivan le Terrible réalise ce qu'il a fait. Le tyran paranoïaque disparaît, remplacé par un père horrifié. Il tombe à genoux, berçant la tête de son fils mourant. « J'ai tué mon fils, j'ai tué mon fils !» crie Ivan, essayant désespérément d'arrêter le saignement à main tenue. Mais 20 ans de violence ne peuvent pas être effacés par quelques minutes de repentance. Le prince Ivan meurt 3 jours plus tard, sans jamais reprendre connaissance. Avec lui, s'éteint la succession légitime de la dynastie Rurik, l'espoir de la Russie d'un leadership compétent et le dernier lambeau d'humanité qui restait en Ivan le Terrible. Mais voici le rebond final de l'intrigue, la vérité qui change tout. Des documents secrets déclassifiés en 1991 ont révélé quelque chose que les historiens cachèrent depuis 400 ans. Ivan le Terrible n'a pas tué son fils dans un accès de rage. C'était un meurtre calculé. Des documents du Kremlin montrent qu'Ivan préparait l'élimination de son fils depuis des mois. Le prince avait découvert des preuves que son père avait assassiné sa propre mère, Anastasia, en 1560, et non des nobles jaloux. Anastasia a été empoisonnée par Ivan lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à remettre en question ses méthodes brutales. Elle avait menacé de le dénoncer au public. Le chagrin d'Ivan suite à sa mort n'était pas dû à la culpabilité, mais à la peur d'être découvert. Et quand son fils a commencé à poser les mêmes questions 21 ans plus tard, la dynastie Rurik n'a pas disparu par accident. Elle a été systématiquement assassinée par son propre patriarche. L'homme qui avait terrorisé un empire entier a passé
ses derniers jours à pleurer sur la tombe de son fils, implorant Dieu pour un pardon qui ne viendrait jamais. Mais ce n'était pas des larmes de regret, c'était les larmes d'un psychopathe qui avait perdu sa performance parfaite. La Russie a payé le prix fort pour la paranoïa incontrôlée d'un homme. Sans héritier compétent, le royaume plongea dans le temps des troubles. 15 années de guerre civile, d'invasion étrangère et d'effondrement quasi total. La dynastie Rurik, qui a régné pendant plus de 700 ans, n'a pas pris fin par une défaite militaire ou une révolution politique, mais par la rage d'un père détruisant sa propre lignée. Ivan le Terrible mourut seul en 1584, jouant aux échecs avec un courtisan qui était probablement terrifié à l'idée de gagner. Ses derniers mots, selon des témoins, concernaient son fils. Mais ce n'étaient pas des mots d'amour. Il s'agissait d'instructions visant à garantir que la vérité sur le meurtre ne soit jamais révélée. Vous voulez plonger plus profondément dans les scandales royaux les plus choquants de l'histoire? Appuyez sur ce bouton d'abonnement et appuyez sur cette cloche de notification, car il existe de nombreuses autres couronnes tachées de sang et certaines de ces histoires font paraître Ivan presque raisonnable en comparaison. Et si vous êtes fasciné par les esprits les plus sombres de l'histoire et par la façon dont ils ont construit un pouvoir absolu à partir de la peur et de la manipulation, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai écrit un livre électronique complet, Comment gagner n'importe quel argument, en utilisant la logique historique, dans lequel j'explique exactement comment des personnages comme Ivan ont utilisé la manipulation, la peur et la perception pour dominer des empires entiers. Lien dans le commentaire épinglé, car comprendre les monstres de l'histoire n'est pas seulement fascinant, c'est le seul moyen de garantir qu'ils ne reprennent plus jamais le pouvoir. Prochain épisode, la reine qui mangeait avec ses victimes, le banquet sanglant d'Isabelle Báthory. Je vous garantis qu'après avoir vu cela, vous ne regarderez plus jamais les dîners de famille de la même manière. Commentez et partagez. Connaissiez-vous la vérité sur le projet d'assassinat d'Ivan? Quel autre secret historique aimeriez-vous que je vous révèle? L'histoire est pleine de mensonges. Mon travail est de les dénoncer tous.